Votre programme avec Amkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Amkia. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono, un numéro un peu spécial, vous le voyez puisque nous sommes en direct du Vendée-Espace. En fil rouge de cette émission, bien sûr, nous évoquerons la 11e édition de l'Open de Vendée de tennis qui s'est lancée depuis hier dimanche. Et puis pour nous en parler, bien comme d'habitude, notre expert tennis Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir, je suis très content d'être ici pour toute cette semaine pour voir plein de matchs de tennis dans ce bel écrin du Vendée-Espace. Eh bien, ravi d'être avec vous également Pierre. Avant de commencer, est-ce que vous voulez voir le sommaire de ce soir ? Avec plaisir. Ça vous tente ? Eh bien, on est parti. Eh bien, pour commencer, évidemment, les premières images de l'Open de Vendée. Ça y est, c'est parti. Pour une semaine de compétition, nous ferons le point ce soir sur les premiers résultats ici au Vendée-Espace. En football, direction ce week-end le 4e tour de la Coupe de France. Nous avons suivi le derby entre Mouilleron-le-Captif et les Essarts. 20 clubs étaient engagés au total dans ce 4e tour. Combien seront au prochain ? Réponse d'ici quelques minutes. Sur les parquets de basket, Montaigu-Vendée était à la recherche de son premier succès samedi soir face à Niort. Une rencontre très accrochée et dont l'issue est restée incertaine jusqu'au bout, vous le verrez. Et puis direction la côte, d'abord au Sable d'Olonne pour du rugby. Le RC Sablais visait la passe de 3 face à son voisin nazérien pour la 3e journée de Fédéral 3. Et puis enfin, nous irons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour retrouver le soleil. C'est là que se tenait ce week-end de l'Open de France de parasurf dans des conditions quasi parfaites. Voilà pour le menu de ce lundi 30 septembre 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Retour depuis le Vendée-Espace avec notre expert tennis Pierre Garnier pour parler de cette 11e édition de l'Open de Vendée qui a donc démarré depuis hier dimanche avec le premier tour des qualifications, deuxième tour des qualifications qui se poursuit aujourd'hui. Peut-être d'abord un premier mot, Pierre, sur les matchs que vous avez pu voir et cette ambiance de manière globale. Alors déjà beaucoup de monde pour ce premier tour des qualifs dimanche après-midi. Donc forcément c'est un écrin tellement extraordinaire ici au Vendée-Espace que les gens sont habitués et ils savent qu'ils vont voir des matchs de qualité dans le plus grand des conforts. Il y avait des locaux, il y avait Alexandre Reco qui a joué hier après-midi son premier tour des qualifs. Il a joué tête des séries numéro 1 des qualifs, un Syrien. Donc il a réussi à gagner en 3-7. Un Syrien qui était 314 à l'ATP, donc un bon joueur. Bravo Alexandre. Et puis ce matin, il rejouait pour son dernier tour des qualifs sur cette terre ici en Vendée, puisqu'Alexandre a commencé le tennis au tennis club des Clouseaux. Bien sûr, c'est le local de voilà, l'étape. donc c'est le local. Et il a battu en 2-7 assez facilement Alexandro Pecci, un joueur qui est aux alentours de la 450e place mondiale. Et voilà, c'est le tableau final pour Alexandre, donc c'est vraiment super. Et puis ça y est, on connaît en tout cas le nom des 6 qualifiés donc, qui vont rejoindre le tableau final, en plus du Lucky Loser. Donc Alexandre Reco, vous l'avez dit, Pierre, il y aura Jelle Sels qui avait remporté ce tournoi en 2022, on s'en souvient, le néerlandais. Et puis Nicolas Basilashvili, bien connu également sur le circuit, exactement. On aura également Gad Amaury, Alexis Vatoutine et Mathias Bourg, le français qui s'est sorti d'une confrontation franco-française. C'était face à Martin Sabas. Voilà, Martin Sabas qui est de l'US Bougnay à côté de chez nous. Donc papa travaille ici aussi à la Ligue de tennis des Pays de Loire. Bravo à lui pour son premier tour. Ça n'a pas été facile, c'était un combat de haute lutte. Et des bons matchs des deux Ligériens en course pour ces qualifs. Voilà, on le voit, le tableau final qui va se redessiner au fur et à mesure. Il y aura le tirage au sort ce soir donc des 6 qualifiés et du Lucky Loser pour savoir dans quelle partie de tableau ces 7 joueurs vont se retrouver. Et puis début du premier tour également de ce 11e Open de Vendée, Pierre, avec Dino Perzmic face à Lucas Poulain. Alors à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre cette émission, le match est toujours en cours. Voilà, c'est un match très serré. Alors pas de chance pour Lucas, il avait fait demi-finale l'année dernière. Donc merci pour lui aux organisateurs qui lui ont donné le wildcard parce qu'il ne rentrait pas directement dans le tableau. Ça lui permet d'essayer de ne pas perdre ses points de la demi-finale de l'année dernière. Mais voilà, le tirage au sort a été un peu compliqué parce qu'il joue ce Croate Dino Primjic qui est redescendu au classement. Je pense qu'il a dû être blessé dans l'année. C'est un joueur très solide qui était déjà l'année dernière, qui avait fait un match épique contre Scott Draper. Donc, Jack Draper, britannique. Britannique. Et du coup, voilà, c'est un petit peu... c'est dur pour Lucas, mais il va s'accrocher et voilà, il peut gagner.
Voilà, en tout cas, toutes les images, elles seront à retrouver dès ce soir à partir de 22h30 sur les réseaux sociaux de TV Vendée et puis dès demain matin à partir de 7h dans la matinale. Et puis on reparlera de l'Open de Vendée juste en fin d'émission avec le programme qui nous attend ce lundi soir. Mais tout d'abord, place, vous le savez, en ce lundi soir aux images sportives du week-end. Et pour commencer, je propose de partir non loin d'ici, non loin du Vendée Espace, direction le stade Gaston Renaud. Le 4e tour de la Coupe de France de football offrait 3 derbys vendéens, parmi lesquels celui entre Mouilleron-le-Captif et les Essarts. Et dès la 4e minute, eh bien, les Mouilleronais sont au pressing récupération haute. Lilo Bernier ouvre parfaitement son pied pour tromper Perraudot. Les pensionnaires de R2 prennent les devants 1-0 après 4 minutes. Le MSF domine copieusement les débats dans cette première période. Barusakis d'abord, puis Geoffry se heurte au bon retour de la défense essartaise et au premier arrêt de leur gardien. Domination certes, mais pas de break. Le Mouilleron Sport Football mène 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Mouilleronais ont toujours le pied sur le ballon. Lilo Bernier est tout proche du doublé, mais Florian Perraudot s'interpose, supplé par Maxime Girard devant sa ligne. Les débats se rééquilibrent et les Essarts vont faire feu sur l'une de leurs seules occasions du jour. 75e minute, Planchot décoche cette frappe de l'entrée de la surface. Les hommes en bleu qui évoluent en R3 égalisent un but partout. La dernière grosse occasion sera pour Mouilleron, lancé à la limite du hors-jeu. Bousseau tente sa chance sans réussite aux grandes dames de Barusakis qui attendait ce ballon en retrait. Un partout, la qualification va donc se jouer au tir au but, séance inaugurée par les Essarts qui convertit sa première tentative. Côté Mouilleron, c'est manqué. Nadim Mellal glisse et manque donc sa frappe. Baptiste Pou remet tout de même les deux équipes à égalité en stoppant la 3e tentative essartaise, mais voilà, Perraudot lui répond et arrête l'ultime frappe mouilleronnaise. Le FC Essarts Boulogne-Merlatière s'impose donc 4-3 au tir au but et verra le 5e tour de la Coupe de France. La réaction des deux entraîneurs, c'était avec Colin Davy. Un vrai match de coupe, très très compliqué, on l'aborde de la plus mauvaise des manières, quoi. Au bout de 3 minutes, on fait une mauvaise passe, puis directement on est sanctionné. Et après, on n'a pas du tout joué sur la première mi-temps, on s'est fait plutôt malmener, on va dire. Défensivement, on était plutôt bien, et offensivement, on n'a rien créé, quoi. C'est la première fois de l'année qu'on n'a pas un tir cadré en première mi-temps, ni un tir non cadré d'ailleurs, donc on était simplement pas bon devant, quoi. Sur l'ensemble, je pense que le nul est mérité, mais voilà, après c'est la loterie, quoi. La loterie, on s'en sort encore une fois bien. Donc là, j'espère que maintenant, on va recevoir un gros parce que ça prend beaucoup d'énergie quand même dans la tête des joueurs. Là, notamment les maillots, ils les voulaient. Bon, maintenant, on le sait fait. Donc on va attendre le tirage et puis voilà, c'est que du positif. On a bien entamé notre première mi-temps en marquant dès la 4e minute. Voilà, on se crée les situations, on se crée les occasions. Bon, malheureusement, ça marche pas. Ça n'a pas marché ce dimanche-là. Soit on manque de justesse technique sur la frappe, ou aussi la fixation et le retrait qu'on aurait pu utiliser aussi sur deux situations, hein, une en première et une en deuxième d'ailleurs. C'est le foot, c'est dommage de sortir par la séance des pénaltys, mais bon, c'est que c'était l'heure pour les Essarts, c'est tout. J'espère qu'ils représenteront la Vendée le plus loin possible. Voilà, bonne chance à eux. Et les Essarts rejoignent donc les 12 autres formations vendéennes qualifiées pour le 5e tour de cette Coupe de France. Le petit Pousset Saint-Philbert-la-Réorte, la Jeudonnière, poursuit son aventure en éliminant hier un Herbray, pensionnaire de R3, et puis 3/3 pour les clubs vendéens de National 2 qui faisaient leur entrée en lice. 13 clubs défendront donc leur chance dans 15 jours. Et puis chez les féminines, à noter aussi que c'était le 2e tour de la Coupe de France. Seuls Fontenay-le-Comte et les Herbiers se sont qualifiés pour le 3e tour qui verra l'entrée en lice de La Roche ESO. Et justement, puisque l'on parle des Ornésiennes de l'ESO, les joueuses d'Anthony Gauvin disputaient ce week-end la 3e journée de Division 3. Les Lyonnaises s'inclinent 2-1 hier dimanche après-midi face au Stade brestois. On a le classement qui va arriver d'ici une petite seconde, le voilà, une défaite qui renvoie pour l'heure l'ESO en position de relégable à la 10e place. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir la page basket de ce soir avec pour débuter des images de la Boulangère Wonder League. Alors c'est le nouveau nom de la LFB, la Ligue féminine de basket, une division qui concerne, vous le savez, la Roche-Vendée Basket. Les Tigresses faisaient leur retour sur les parquets samedi soir face à Lyon et pour ce premier déplacement de la saison, le RVBC s'incline 89-68. La Roche a désormais rendez-vous devant son public pour la première à domicile. Ce sera samedi soir à 20h aux Oudéry face à Angers. Avant de passer à la suite et aux autres images basket, un mot sur les résultats, cette fois en National 1 masculine. Après sa victoire en Coupe de France, le Vendée Chaland Basket a enchaîné un 2e succès en une semaine. Victoire 78-65 vendredi soir à domicile face à Rennes. 2 rangs de gagnés pour les hommes de Sébastien Lambert. De leur côté, les Sables Vendée Basket s'inclinent 79-74 face à Angers et se maintiennent en 10e place. Et puis à noter que le derby de N1 entre les Sables et Chaland, programmé le vendredi 11 octobre prochain, se jouera exceptionnellement à la Halle des Sports des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Une décision du club sablé en raison de la grande affluence de ce derby de N1.
On a vu les classements. Retour désormais avec les images sur les terrains pour la Nationale 2 masculine. Pour la 3e journée, le Montaigu Vendée Basket Club, toujours sans victoire, accueillait Niort. Objectif clair pour les joueurs de Paul Ravon, décrocher un premier succès en championnat. Et un premier succès tout court dans l'histoire du MVBC. Dès l'entame, le duel entre Montacutin et Niortais est équilibré. Les Vendéens en jaune vont parvenir à créer une première différence grâce notamment aux 9 points de Junior Chunza dans le premier quart-temps. La formation des Deux-Sèvres revient au contact. Montaigu Vendée mène cependant 15-14 après 10 minutes. La suite est du même acabit. Les Niortais s'appuient cette fois sur leur solide numéro 9, Alweke, auteur lui aussi de 9 points dans les 10 premières minutes. 34-33 à la pause pour les Vendéens. Jugés apathiques par leur entraîneur en première période, les visiteurs repartent avec de meilleures intentions. Les Niortais sont à réaction et réajustent le tir. Les Deux-Sévriens font tourner ce match et mènent 59-52 désormais. Cette longueur de retard pour Montaigu Vendée qui va progressivement retrouver son efficacité et sa solidité défensive. Les hommes en jaune recollent, 71 partout à 2 minutes du terme. Suspense total dans cette fin de match, mais les Niortais ont laissé des plumes dans cet ultime quart-temps. Le MVBC ne laisse pas passer sa chance et s'impose sur le fil. Victoire 77-74. La réaction des deux entraîneurs, je vous propose de la retrouver. C'était en après-match au micro de Thibaut Grasset. Forcément, on savait que ça prendrait un peu de temps. Le groupe vit très bien en dehors du terrain. Maintenant, il fallait qu'on soit capable de le faire aussi sur le terrain et de façon constante sur 40 minutes. Ce soir, c'est pas encore parfait. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail. Pour les garçons, je pense que ça va être un match fondateur. La grosse satisfaction ce soir, c'est qu'on a réussi à jouer 40 minutes et à pas se désunir quand c'était compliqué. On peut s'entraîner, on peut faire beaucoup d'efforts, mais il n'y a que la victoire qui valide ça. Et aujourd'hui, on avait vraiment besoin. On va voyager 2 fois là, pour les 2 prochains matchs. Donc voilà, à domicile, il faut prendre ces matchs-là. Et ce soir, ils le font pas forcément avec la manière, mais avec les tripes. C'est une sale soirée pour nous parce que déjà, on vient avec un joueur important en moins. On repère un deuxième joueur. On a eu du mal quand même à gérer l'arbitrage qui était plus que compliqué à domicile. Ça, c'est ma grande frustration. Après, concernant mon équipe, j'ai trouvé une équipe de Niort apathique en première mi-temps. On n'a pas impacté. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus en réaction, ce qui n'est pas normal. Il faut que nous, on impose beaucoup plus vite. Pour gagner ce soir, il fallait que nous, on ait une attitude encore beaucoup plus d'agressivité et puis collective en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les joueurs sont allés au bout du bout, mais après, c'est compliqué, quoi. Voilà, après 2 défaites en ouverture de championnat, la saison est donc lancée pour le Montaigu Vendée Basket Club. Avec ce premier succès face à Niort, les Montacutins restent tout de même en antépénultième position, mais resserrent l'écart avec les formations juste au-dessus. Et puis au même étage, toujours en National 2, cette fois chez les féminines, les espoirs de la Roche-Vendée Basket enchaînent une 2e défaite consécutive en ouverture de championnat. En déplacement à Pomarès face à l'Avenir Basket Chalosse, les Lyonnaises s'inclinent 68-63. Des parquets de basket, je vous invite désormais à rejoindre les terrains de rugby. Pour sa 2e à domicile cette saison, le RC Sablé recevait son voisin Saint-Nazaire au stade de la rue de Lierre hier après-midi. Une rencontre comptant pour la 3e journée de Fédéral 3. Première minute de jeu, les Vendéens en bleu et noir sont rapidement sanctionnés. On va le voir d'ici quelques secondes, petit problème au magnéto. Cela arrive en tout cas, Saint-Nazaire choisit de prendre les points et de transformer une première pénalité. Pas d'image, on les verra peut-être tout à l'heure. En tout cas, les Sablés sont eux allés décrocher une victoire sur ce match, 28-9. Je vous propose peut-être, avant de faire le résumé de ce match, de retrouver la réaction des 2 entraîneurs, Benjamin Chaube et son homologue nazérien, propos recueillis par Thibaut Grasset. On est extrêmement content de gagner ce match contre Saint-Nazaire, qui est également un prétendant à la qualification. Donc aujourd'hui, on prend le bonus offensif avec un temps qui était compliqué, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et pour jouer, c'est pas forcément simple. On est content, je pense qu'on a bien pris le match par le bon bout. Les joueurs ont appliqué une bonne stratégie, notamment en occupant le camp adverse, et en essayant de rester un maximum dans le camp Saint-Nazaire pour éviter un maximum de fautes et que nous, avoir la possibilité de pouvoir marquer. Donc voilà, je pense que la stratégie a été bonne aujourd'hui. Surtout, on s'est bien adapté au temps et les joueurs ont justement eu cette capacité d'être dans le bon timing. Au niveau de la densité physique, on savait qu'on allait avoir un déficit. Après, on a été bien 60 minutes sur l'occupation, où on était bien en place, on a mis de l'intensité. On a été plutôt en place et les 20 dernières minutes, en fait, on craque. On repart sans points de bonus défensif alors qu'on était venu avec des ambitions. Première mi-temps où on avait le vent, les conditions étaient plutôt favorables à l'occupation. Et après en seconde mi-temps, la pluie a cessé et ils ont vraiment fait parler leur puissance physique, quoi. Et puis ils ont un banc XXL. Après, c'est vrai que nous on a des ambitions dans le jeu et aujourd'hui c'était pas favorable à ce qu'on voulait mettre en place.
Voilà, petit problème technique, vous n'aurez pas les images du résumé entre les Sables d'Olonne et Saint-Nazaire, mais sachez que les essais ont été inscrits pour les Sablés par Clément Marchais en première mi-temps, 11-3 pour les Sablés, puis en deuxième partie de match, les Sablés ont créé la différence grâce à Savenaka Taba Kanalaji, le Fidjien qui permet de porter le score à 16-6, et puis dernier essai, c'était sur le gong, un essai qui était signé d'Alexis Gutiez sur une passe de Justin Zinc. Voilà, et puis le classement, en tout cas celui-ci, on l'a, le RC Sablé poursuit son sans faute, je vous le disais, les Azur et Blancs sont dauphins de leur groupe à égalité de points avec le 15 de l'Erdre et leur adversaire du dimanche Saint-Nazaire. Le prochain match, ce sera dans 15 jours sur le terrain du promu Lorientais. Et puis un rang plus haut, toujours en rugby, on disputait aussi hier après-midi la 3e journée en Fédéral 2. Le FC Lyonnais n'est pas parvenu à se défaire de Tours, défaite 26-19 des Lyonnais qui ramènent tout de même de leur déplacement le point du bonus offensif avec cette 3e défaite de rang. Vous le voyez, le FC Greg reste en 11e et avant-dernière position avec 2 unités au compteur. Et puis un dernier résultat et tableau pour ce lundi en handball. Pouzauges est allé décrocher un 3e succès consécutif à l'occasion de la 4e journée de N1. Le PVHB l'emporte 37-28 samedi soir en Normandie sur le parquet de Falaise. Un résultat qui place désormais le groupe de Steve Berger sur la 3e marche du podium. Allez, je vous avais promis du soleil en début d'émission. Pour aller le chercher, je vous propose de prendre la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Samedi, le Surfing Saint-Gilles organisait un événement de parasurf, c'est-à-dire du surf réservé aux personnes en situation de handicap. Alors, selon leur invalidité, les parasurfeurs évoluent dans des catégories distinctes. Certains sont malvoyants et sont donc par exemple accompagnés d'un binôme pour les aider à passer la barre des vagues. D'autres sont aussi assistés par ce que l'on appelle les catcheurs, ces bénévoles en tenue orange qui les aident notamment à se mettre dans l'eau et sur leur planche. Résultat, selon la catégorie et le handicap, les positions sur la planche varient, debout, à genoux ou allongés. Ils étaient près d'une quarantaine sur la grande plage pour l'événement de samedi qui regroupait 2 compétitions en une. La Parasurf League, tout d'abord, une compétition du circuit mondial dans laquelle figuraient des parasurfeurs venus du Portugal, du Pérou ou encore d'Espagne. Et puis l'autre compétition, c'était l'Open de France qui s'adresse celle-ci plus particulièrement aux compétiteurs tricolores pas classifiés à l'international. Tous en tout cas, vous le voyez, en profiter de conditions idéales, presque jugées idéales selon les organisateurs. Parmi les résultats à noter, ceux de 2 Vendéens. Philippe No d'abord qui s'adjuge la catégorie Stand 2, celle qui est réservée aux parasurfeurs en position debout et avec pour sa part une prothèse à la jambe. L'autre gagnante, c'est Emmanuel Blanchet, la licenciée du Surfing Saint-Gilles qui s'impose en catégorie CNIL, c'est-à-dire en position agenouillée sur la planche. Et pour en savoir plus, je vous propose justement de retrouver quelques-uns des vainqueurs du jour. Ils sont précédé de Jacques Dubois, organisateur et président du Surfing Saint-Gilles. Les propos sont recueillis par Colline Davy. C'est presque les conditions idéales pour le parasurf. C'est des vagues assez formées, mais pas non plus trop puissantes, parce que on est quand même sur un public qui est un petit peu plus, je dirais, fragile. Donc il ne faut pas non plus des conditions trop fortes. Donc là, on a eu vraiment énormément de chance parce qu'il n'y avait qu'aujourd'hui. Demain, les conditions se dégradent à nouveau. Donc on était vraiment sur la seule fenêtre qui pouvait nous permettre de passer. Je suis super content parce que moi, ça fait pas longtemps que je me suis mis au parasurf. J'ai commencé il y a un peu moins d'1 an. Donc là, c'est ma première compétition. La session s'est super bien passée. Il y avait des belles vagues. C'était un peu gros, mais pas pour nous déplaire. C'est cool, on a des belles vagues là. Et après, c'est pas si évident à l'eau parce qu'il y a du courant et les vagues portent pas tant que ça, mais je savais pas du tout les scores. Je sais que j'ai pris une belle gauche et vraiment, je pensais être premier. Et après, on m'a peut-être doublé, mais ma dernière vague a fait le job pour finir, je crois. Il nous reste encore un championnat de France pour les vacances de la Toussaint, dans le sud-ouest, à Osgore. Et ensuite, les championnats du monde dans la foulée, au début novembre, aux États-Unis, à Huntington Beach. On est champion du monde en titre avec l'équipe de France, donc cette médaille-là, il faut qu'on la défende et qu'on la garde surtout. Et moi, à titre perso, je suis 4e mondiale en 2003, donc essayer de faire mieux cette année. Allez, puis avant de reparler tennis, pour terminer cette émission, un mot de course à pied. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. Ce samedi se courait la 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu, un événement organisé par l'association Les Runners de la Digue. 5 formats étaient au menu de 22 à 103 km. Et parmi les quelques résultats à noter, la victoire de Tanguy Varin sur l'Ultra Castle Tour, la plus longue distance, le 103 km en solo. On notera aussi sur le 53 km la victoire de Julien Cugnot devant un certain Arnold Jenson. Et puis bravo aussi à celle qui était notre invitée jeudi dernier en plateau, Émilie Bréguin de l'ABV Montaigu, qui termine première féminine sur le 35 km du Trail d'Asson.
Voilà, vous savez tout, toutes les images, tous les interviews, tous les classements de ce week-end de sport. Et on revient. C'est très complet. Ouais, très complet. Pierre, je vous ai vu prendre du plaisir devant les oui, images. Tout à fait. Et des belles glissades au foot et tout. Ouais. Ça vous a les conditions étaient pas faciles. Et on se replonge dans cette Open de Vendée, 11e édition. C'est parti depuis dimanche, on le disait en début d'émission. Et puis dans ce tableau final, on a un plateau assez relevé avec 2 anciens top 10, Pierre. Voilà, 2 anciens top 10. Donc Richard Gasquet, qu'on ne présente plus, puisque c'est quand même un des plus gros palmarès français à ce jour, un vétéran parce qu'il n'est pas tout jeune mais il a toujours la foi. Lucas Pouille qui a été top 10, faut pas oublier que Lucas Pouille a battu Rafael Nadal dans sa carrière à l'US Open, donc c'est pas rien, surtout au tie-break ou au 7-5 au 5e, un truc comme ça. Donc voilà, il essaye de relancer sa carrière. En repartant des challengers, donc bravo à lui. Basilashvili qui a fait les qualifs, qui s'est qualifié, qui a été top 50 aussi. Donc G.A. Sels qui est obligé lui aussi de passer par les qualifs, qui a gagné le tournoi. Donc vraiment un tableau final assez incroyable avec énormément de Français. Donc ils sont 17 sur 32 joueurs dans le tableau final. Je sais que les Vendéens aiment bien qu'il y ait un Français en finale, donc il faut espérer qu'il y en ait 2 cette année. Il y a de bonnes chances cette année, on ne voudrait pas leur porter la poisse. En tout cas, et puis puisque vous parliez de Richard Gasquet, Pierre, Richard Gasquet était programmé ce soir en dernière rotation face au Belge Alexander Blocks. Ce dernier a déclaré forfait pour un problème aux abdominaux. Alors Richard Gasquet sera reprogrammé dès demain mardi vers 16h. Son adversaire est pour lui encore en attente. On attend de savoir qui sera l'adversaire de Richard Gasquet. Tirage de ce soir, Pierre. Voilà, c'est des tirages au sort, donc ça c'est les agréments un petit peu de la programmation, mais bon, on n'y peut rien, il y a une blessure. On aura quand même Quentin Alice qui va jouer ce soir. Quentin Alice qui a été aux alentours de la 60e place mondiale, qui est à l'heure actuelle 99e. Donc c'est quand même, il joue un autre Français, Matteo Martino. Donc voilà, une belle entrée en lice pour Quentin. Voilà, à lui de faire. À suivre en tout cas, et je vous le disais, donc le résumé de ce deuxième jour de l'Open de Vendée, c'est à retrouver dès ce soir 22h30 sur tous les réseaux sociaux de TV Vendée et dès demain 7h dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Et puis, ce que le sport ne s'arrête jamais, et exceptionnellement en plus cette semaine, vous en avez tous les jours, on se retrouve dès jeudi, encore une fois en direct du Vendée Space pour une émission avec tous nos invités et des joueurs bien sûr de cette Open de Vendée. Merci beaucoup Pierre. À jeudi. À jeudi. Bonsoir Alexandre. On se retrouve très vite. Salut. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.